Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 85 chrono. Nous sommes ensemble, comme tous les jeudis soirs, pendant 35 minutes pour évoquer l'actualité sportive de cette semaine avec nos chroniqueurs et invités. Il y aura bien sûr vos rendez-vous sportifs du week-end et l'entretien 85 chrono, comme chaque semaine, qui sera dédié ce soir au cyclisme, puisque nous sommes allés rencontrer Anthony Turgis, le coureur de la formation Total Énergie. Pour m'accompagner ce soir du côté des chroniqueurs, tout d'abord Erwan de Brouwer, notre expert in-hockey. Bonsoir Erwan. Bonsoir Alexandre. Première pour vous cette saison. Oui. Rentrée au mois d'octobre, c'est ça. Allez, c'est parti. Et puis à côté de vous, notre chroniqueur basket qui fait sa toute première ce soir, Sébastien Nolot. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Alexandre, merci de m'accueillir. Et puis bienvenue effectivement parmi l'équipe de 85 chrono. Et on va parler basket ce soir avec nos invités qui réalisent plutôt un bon début de saison puisqu'ils sont actuellement 3e de leur groupe de National 1 masculine. Nos invités du Vendée Chaland Basket. Tout d'abord Warren Racine, meneur du VCB. Bonsoir Warren. Bonsoir. À côté de vous, Sébastien Lambert, le coach de l'équipe première. Bonsoir Sébastien. Et puis Benjamin Boutry, directeur général du club du Vendée Chaland Basket. Bonsoir. On va commencer peut-être par parler de l'actualité chaude du côté du VCB, puisque c'était cette semaine avec notamment la Coupe de France. Vous êtes allé vous déplacer du côté de Quimper mardi soir. Une défaite 90-66. Sébastien, parlez-nous peut-être de ce match pour démarrer. Bon, c'est un match qui n'a pas beaucoup de sens en fait, puisque c'est une compétition qui nous est imposée un petit peu par la Fédération française de basket et dans laquelle on a très très peu de chances d'arriver au bout. Malgré tout, on avait fait le job en gagnant contre Lorient chez nous, donc on avait ce match-là qui s'intercalait entre le derby et le match de Tarbes. Donc il fallait le faire et voilà, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce type de match-là. Il fallait faire le job et on l'a fait en se déplaçant et en essayant de garder un petit peu le rythme, tout simplement. Et puis à retenir quand même le fait que vous avez fait tourner aussi l'effectif. Oui, on a bien fait tourner. Disons qu'on ne s'est pas du tout préoccupé du scénario du match. On avait établi des temps de jeu en début de match et on s'y est tenu avec des rotations bien précises et quel que soit le moment, voilà, on a eu des moments un peu mieux dans le match, des temps forts vraiment où on a cassé notre dynamique parce que on avait prévu de le faire et puis des temps faibles où on l'a pas forcément cassé. Donc voilà, c'était le but, c'était de blesser personne, de garder un petit peu de rythme, de pas perdre trop d'énergie par rapport au match de demain. Voilà, l'objectif est atteint, on va dire. Voilà, le match de demain dont on va avoir l'occasion de reparler contre Tarbes, Lourdes qui est 6e au classement de N1. Et justement, on va passer au chapitre National 1 masculine. La Coupe de France étant passée maintenant, l'objectif principal reste le championnat. On va pouvoir peut-être regarder le classement. Je vous le disais donc en début d'émission, Chaland qui se trouve sur le podium avec 10 points, 4 victoires pour 2 défaites sur ses 6 premiers matchs de championnat. Benjamin, un petit mot sur ce début de saison. Quel regard portez-vous en tant que directeur général du club sur ces premiers matchs? On va dire qu'on est plutôt en phase avec les objectifs qu'on s'est fixés. On a eu un premier match plutôt difficile à l'extérieur à Fougères. Ensuite, on a été à Quimper aussi, où on sait que c'est une des équipes qui est un peu calibrée pour éventuellement remonter. Et puis on a su prendre le derby vendredi dernier contre les Sables, donc c'était ça aussi qu'on recherchait, au-delà des victoires à domicile, de pouvoir aller chercher une victoire à l'extérieur pour vraiment passer un cap et puis pouvoir s'installer un peu plus confortablement dans le haut du tableau. Warren, vous qui êtes arrivé cette saison donc au Vendée Chaland Basket, comment est-ce que vous percevez ces 6 premiers matchs? Comment vous vous sentez dans ce groupe chalandais? Au top. Hein, on a vraiment un bon groupe. On réalise pour l'instant un bon début de saison. Après, c'est que le début, entre guillemets. C'est un championnat très dense. On sait comment ça peut se passer. On sait qu'on peut perdre 2 matchs et se retrouver un peu dans la charrette du milieu. Mais en tout cas, c'est positif. On a vraiment un bon groupe. On s'entend tous bien et l'énergie est très, très positive.
C'est ça, hein, notamment un bon début de saison qui passe par 3 victoires à domicile. Pas perdre de points à Michel Vrignot, c'est important dans un début de saison pour lancer une dynamique bien convenable, Sébastien, derrière. Ouais, complètement. On sait que de toute façon, il faudra gagner 15 à 16 matchs minimum pour faire partie du top 7. Après, c'est vrai qu'en National 1, les points d'avérage sont vachement importants. Mais 15 ou 16 matchs, on sait qu'il y en a déjà 13 à Vrignot. Donc, moins on va perdre de matchs chez nous, plus on a de chances de réaliser notre objectif qui est de faire partie du top 7 de cette première phase. Et puis, pour le moment, que ce soit sur nos matchs de prépa, nos matchs de coupe ou nos matchs de championnat, on n'a pas encore perdu chez nous. Et je pense que de faire de Vrignot une vraie maison forte. Une forteresse, c'est ça. Une forteresse, voilà, c'est quelque chose qui est important. Voilà, donc j'espère que ça va perdurer dans le temps. Et puis Benjamin, vous parlez de ce derby, donc remporté vendredi dernier face au Sables d'Olonne. C'était exceptionnellement délocalisé à la Halle des Sports des Oudéry. C'était un choix du LSVB pour notamment permettre à plus de public d'accéder et d'assister à ce match. Quelle importance ça a de disputer un derby et puis surtout de le gagner comme ça aussitôt dans la saison? C'est aussi d'équilibrer un peu les compteurs, puisque de ce côté-là, je pense que les Sables avaient une petite avance. Donc ça permet aussi, nous, de remporter une première victoire à l'extérieur, comme on l'a dit tout à l'heure, de pouvoir remporter une manche du derby. Et puis, nous, de pouvoir, comme on disait tout à l'heure, aussi faire une victoire supplémentaire pour s'installer dans le haut du classement. C'était ça aussi l'objectif sur ce match-là. Sébastien, en après-match aussi, vous parlez de l'état d'esprit du VCB qui a été loué par votre coach aussi Warren. Vous l'avez senti, vous, sur le terrain, cette osmose entre tous les joueurs? Complètement. On essaie aussi de chercher une identité aussi à l'extérieur, chose qu'on a trouvée sur ce match-là. Même si c'était un match aussi particulier, mais en tout cas, ouais, on a trouvé cette identité et on va essayer de continuer comme ça. Quel regard peut-être, Sébastien, vous portez aussi sur Challans en ce début de saison? Alors d'abord, une équipe reconstituée à hauteur de 4 nouveaux joueurs qui est restée sur des bases assez solides de joueurs recrutés déjà l'année précédente et qui ont amené un début de saison plutôt confortable pour Challans avec cette victoire à l'extérieur, il faut le noter. Et surtout, comme le disait Sébastien, une place forte en Vendée, ne pas perdre à domicile, c'est important. On sait que les matchs se gagnent sur des victoires à domicile et peut-être aller prendre quelques victoires à l'extérieur, c'est ça qui fera un bon classement championnat, sachant que cette année, on a une nouvelle façon de comptabiliser, puisque le championnat a changé un petit peu au niveau du règlement et il faudra finir dans les 7 premiers, ça c'est important, ça met la barre un petit peu plus haute que les autres années. C'est ça, il y a toute une phase de play-off qui change, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Et puis vous parliez, Sébastien, des arrivées, donc au nombre de 4, celle de Warren évidemment, Clément Morel au poste arrière ailier, Luka Nikolic pivot, et puis également Randy Haynes qui est arrivé ces dernières semaines. Comment vous avez constitué ce groupe? Peut-être là la question se pose plus pour Sébastien et Benjamin, pour faire que finalement cette cohésion elle prenne aussi rapidement en début de saison. On cible des joueurs bien avant le début du championnat. On sait quand même assez, pas rapidement, mais on sait quelques mois avant comment on souhaite orienter les choses entre les contrats de 2 ans, les contrats d'1 an, ceux qu'on va pouvoir garder, ceux qu'on va pas pouvoir garder. On savait qu'on allait perdre beaucoup de joueurs cadres avec Turpin, Davis, Clérance, qu'on a perdu en cours de route, Gosselin. Lucas Place aussi, on peut le citer. Lucas Place, exactement. Donc on regardait quand même assez tôt comment on allait orienter cette équipe et puis comment on lui donne de la plus-value aussi, parce que c'est ça, changer les joueurs, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. C'est comment on rapporte une plus-value à une ossature qu'on souhaitait garder, sur quel profil, quel type de profil et autres. Donc voilà, c'est un travail minutieux qui prend par moments du temps. Avec l'arrivée de Randy Haynes, moi ce qui me satisfait pleinement, c'est que c'est mes 4 premiers choix en fait. Voilà, donc, vous y pensiez déjà donc à Randy Haynes, c'est ça? Oui, c'était mon premier choix, comme Warren Racine, qui est Warren, plutôt, il est à côté de moi, donc j'ai pas besoin de l'appeler Racine, mais qui n'était pas disponible dans un premier temps, qu'il est devenu dans un second temps, et il pourra confirmer à partir du moment où son agent m'a dit
qu'il était disponible. Ça s'est fait en à peine 24 heures, quoi. Donc voilà, Luka Nikolic, j'avais regardé personne d'autre. Randy Henge, j'ai attendu jusqu'au 15 juillet. Quand je dis j'ai, c'est le staff, l'ensemble du club. Mais c'est moi qui fais quand même les choix finaux, donc faut les assumer aussi. Donc voilà, moi ce qui me satisfait aujourd'hui, c'est que quelque part j'ai l'équipe que je voulais. On va avoir l'occasion de reparler de cette équipe, des objectifs aussi à venir et puis de ce match de vendredi soir contre l'Union Tarbes Pyrénées-Lourdes Basket. Mais avant, on va passer bien à notre chronique, votre première chronique, Sébastien Nolot. Et ce soir, eh bien, on va parler de 2 volets. Le premier volet s'intéresse à la Nationale 3 masculine. Absolument, et je voulais mettre en avant quelque chose dont on parle souvent, en tout cas dans le basket, qui n'est pas toujours très bien identifié par le grand public. C'est ce qu'on appelle les CTC, donc, qui se traduisent sous le terme de coopération territoriale des clubs. C'est en fait une espèce de convention par laquelle les clubs affiliés à la Fédération française de basket s'engagent à collaborer en vue d'assurer un développement du basketball. Et ça, c'est un outil de collaboration qui est au service d'un projet de développement entre les clubs sur un territoire cohérent. On parle par là, évidemment, de localisation relativement proche. Et le but est de réunir les effectifs de 2 clubs afin de former un groupe dit de performance, en quelque sorte, et qui, dans chaque catégorie, permet de se développer. Alors, on peut pratiquer effectivement les CTC à tous les niveaux, que ce soit aussi bien au niveau départemental jusqu'au niveau national. Et cette coopération peut concerner l'ensemble des domaines de la vie associative. C'est-à-dire que ça peut aussi bien aller dans le domaine de l'arbitrage, des tableaux de marque, ça peut être également rationaliser les équipements des différents clubs, mais aussi les créneaux d'entraînement. Ça peut être également se partager les salariés, puisque effectivement, dans les différentes tâches d'encadrement, il est toujours difficile d'allier dans le monde associatif les salariés. Mais c'est aussi faire émerger des talents. Et ça, c'est important chez les jeunes joueurs pour qu'ils puissent effectivement aller chercher peut-être des équipes un peu supérieures ou en tout cas aller progresser sur un niveau, un échelon supérieur. Et de ce côté-là, Sébastien, on peut dire qu'on en joue pleinement du côté de Challans avec la CTC ERVB qui permet d'aller chercher des jeunes joueurs et d'aller allonger le banc. Ça a été particulièrement le cas cette année. Ouais, c'est vrai que le championnat de N1 est dense. Alors moi, quand je suis arrivé, elle existait déjà, cette CTC. On essaie de la développer, de la rendre encore plus performante et de pouvoir élargir au maximum notre groupe professionnel. Cette année, on est sur un groupe professionnel avec les jeunes de la CTC de 15. Et je ne vais pas dire que c'est un luxe, mais dans un championnat qui est très très dense avec beaucoup de répétitions de matchs, il y a énormément de bobologie et c'est vrai que c'est ce qui nous permet aussi de maintenir un vrai niveau d'entraînement. C'est la première fois, par exemple, aujourd'hui, qu'on n'a pas pu être 10 pour s'entraîner. Bon, c'est vrai qu'en ce moment, on n'est pas verni en termes de blessures, mais c'est la première fois de l'année. L'année dernière, on avait déjà fait une dizaine d'entraînements à cette époque-là, où on ne peut pas être 10, on ne peut pas faire de 5-5, on est toujours en train de pianoter pour savoir comment on s'entraîne, ce qu'on fait, comment et là avec cette CTC qui est performante en plus de ça, ça nous permet d'attirer des jeunes sur des doubles projets et puis de leur permettre potentiellement de saisir les opportunités et évoluer en National 1 si l'effectif professionnel leur permet de le faire. Avec certaines blessures. Donc on l'a vu avec Issa Fofana l'année dernière, parce qu'en tous les cas de mon époque à moi, depuis 3 ans, c'est le meilleur exemple, je pense, où avec ce qui s'est passé avec Patrick, il a saisi sa chance, il a plutôt très très bien répondu à nos attentes et aujourd'hui il est dans le groupe professionnel. Donc c'est aussi l'opportunité pour eux d'atteindre leurs objectifs individuels, tout simplement. Alors, effectivement, la CTC Challans ERVB, je vais y arriver. Étoile Riévi Basket, voilà, c'est ça. merci Alexandre. En fait, ça constitue une des équipes LM3, le RVB, puisque en Vendée, tout le monde est dans le même groupe. Alors, si on fait un petit topo sur la N3, effectivement, on peut dire que c'est réparti en plusieurs poules. Les clubs vendéens sont sur la poule D. Alors, il y a au total on a le 8 classement, poules. d'ailleurs, on va le voir. On va présenter le classement, effectivement. 8 poules, et dans chaque poule, il y a 14 équipes. Donc, il y a dans ces 4 clubs vendéens
3 clubs qui se sont associés en CTC. Alors, on pourra noter notamment la CTC Luçon-Saint-Gemme, qui est actuellement 7e au classement, mais aussi Chambretot-Saint-Malo, 6e au classement. La CTC Chaland-Riévy, dont on parlait à l'instant, qui pour l'instant est sur un sans faute, 5 victoires. 0 défaite, donc c'est à souligner, un très bon début de championnat, mené notamment par Freddy Massé en tant que coach. Et puis une 4e équipe, c'est Salertaine, qui n'est pas en CTC. Alors est-ce qu'on doit en conclure que ne pas être en CTC, ça peut rendre les choses compliquées? Ils sont actuellement 13e au classement. Force à eux de remonter effectivement avec 5 défaites pour l'instant. Mais on peut en douter, avec Jérôme Navy aux commandes, un ex-grand coach, il y aura des solutions pour retrouver le chemin de la victoire. Jérôme Navy qui était général manager du côté des Sables Vendée Basket. Absolument, juste avant l'année dernière. Merci beaucoup. Sébastien, on va reparler basket d'ici quelques instants, mais avant de passer aussi à vos premiers rendez-vous sportifs du week-end, on connaît désormais les affiches du 6e tour de la Coupe de France de football. Cette fois-ci, 5 formations vendéennes sont toujours en lice à ce stade de la compétition et une seule rencontre se déroulera en Vendée. C'est celle qui concerne le Petit Pousset, le club de Saint-Philbert-la-Réorte, la Jeudonnière, pensionnaire de Détroit qui recevra Cholet, club de R3. Les Vendéens tenteront un nouvel exploit, celui d'éliminer pour la 3e fois consécutive un club de R3. Voilà, vous le voyez, du côté des autres formations vendéennes, tirage plutôt abordable en tout cas sur le papier. Et puis dans son match du 5e tour reporté à ce week-end, la Châtaigneraie tentera de porter à 6 le nombre de clubs vendéens présents au 6e tour. Un 6e tour qui se déroulera le week-end du 26 et 27 octobre. Voilà, avant la Coupe de France, il y a aussi tous les autres rendez-vous sportifs du week-end. On débute cet agenda avec du football et la 8e journée du championnat de National 2. Le Poiré-sur-Vie, 16e et dernier au classement, accueille Saint-Brieuc, 9e. Coup d'envoi samedi à 18h au stade de Lidonnière. A noter que l'équipe des Herbiers se déplacera à Granville. La Roche VF ira jouer à Locminé. En National 3, on jouera la 6e journée. Chaland recevra Vitré. Fontenay accueillera la réserve du Stade Lavallois. La Roche-ESO sera opposée à Vertou. Coup d'envoi samedi à 18h. La Châtaigneraie se déplacera à Panazol dimanche. Football toujours avec le 3e tour régional de la Coupe de France féminine. Fontenay accueille l'équipe sartoise de Changé dimanche à 15h. 2 équipes vendéennes joueront à l'extérieur, les Herbiers au Vercher-Saint-Georges et la Roche-ESO au Mans. Du basket avec la 4e journée de Wonder League et l'équipe de La Roche-sur-Yon qui va tenter d'obtenir sa première victoire dimanche face à Bourges. Coup d'envoi à 16h à la Halle des Sports des Oudéries. Du handball samedi soir à La Roche-sur-Yon avec la 6e journée de National 1 féminine. L'équipe de La Roche 6e accueille celle de Toulouse 8e. A noter qu'en National 2 masculine, Pouzouges se déplace à Bougnay. Du rugby avec la 5e journée de Fédéral 3, l'équipe des Sables d'Olonne affronte le 15 de l'Erdre samedi soir à 20h15 au stade de la rue de Lierre. Attention, le match de l'équipe Excellence B aura lieu à 18h au stade de la Guérinière. En Fédéral 2 de rugby, le FCY, l'équipe de La Roche-sur-Yon, se déplace à Surgères dimanche. Il y aura du hockey sur glace samedi soir avec la 3e journée de Division 2. Le Hogli, le hockey glace lyonnais, accueille Roanne à 18h30. Les 2 équipes totalisent une victoire et une défaite depuis le début de la saison. Et puis en tennis de table, ce sera la 3e journée du championnat de France par équipe de National 2 messieurs. La Ferrière, qui a remporté ses 2 premiers matchs, accueille Fouesnant qui totalise une victoire et un nul. Premiers échanges à partir de 16h à la salle de sport de La Ferrière. Voilà, et puis deuxième partie de vos agendas du week-end à retrouver à la fin de cette émission. Tout de suite, c'est l'heure de l'entretien 85 chrono. Et il est l'un des Vendéens à avoir brillé sur les routes cette saison et notamment cet été en remportant la 9e étape du Tour de France 2024. Cette semaine, l'entretien 85 chrono s'est arrêté au manoir des Essarts pour y retrouver Anthony Turgis, l'un des coureurs du team Total Energy. Alors quel souvenir garde-t-il de son été sur la grande boucle et comment se projette-t-il pour la suite? Quelques éléments de réponse dans l'extrait de l'entretien. Bonjour Anthony Turgis. Bonjour Alexandre. On se retrouve ici au siège du team Total Energy, au manoir des Essarts. La dernière fois que nous étions venus, c'était au mois de juin. On avait rencontré Benoît Genozo, le directeur du sport de l'équipe. Il nous avait annoncé la composition de la formation vendéenne pour le Tour de France, formation à laquelle vous participiez. Et de quelle manière on est obligé d'y revenir forcément, Anthony, puisque le dimanche 7 juillet, vous remportez la 9e étape du Tour de France 2024 sur les chemins blancs à Troyes. Quel souvenir vous reste de ce jour-là, Anthony ?
C'était une très bonne journée pour moi. Voilà, une journée récompensée. Je dirais même pas une journée, je dirais même des années qui sont récompensées par cette victoire. Donc voilà, beaucoup de travail est mis en place et puis ce résultat qui délivre beaucoup de choses et puis un travail accompli surtout que ce soit depuis ces années que j'ai mis en place avec l'équipe aussi. Vous la visiez cette étape quand vous aviez vu le calendrier et surtout ce parcours du Tour de France? Celle-ci, elle vous était restée en tête? Forcément, quand on sait qu'il y a des chemins et qu'on adore ça et puis qu'on est adepte justement des parcours accidentés, que ce soit sur des pavés, des petites montées ou même des chemins. Donc forcément c'était ciblé et puis c'est une journée qui pouvait forcément être bien décantée sur le point de vue du général et puis même sur le point de vue de course. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses à mettre en place et forcément quand on sait que ça va se jouer sur une poignée de coureurs, on la vise encore plus. Avant votre victoire, en tout cas, Anthony, ça faisait 7 ans que le team n'avait pas gagné sur le Tour. À l'époque, c'était en 2017 avec un certain Lilian Calmejane. Est-ce que vous sentiez au sein du team que voilà, 7 ans, ça faisait long et qu'il était temps de remettre les compteurs à zéro? Oui, c'est sûr, ça faisait un bon moment. Et puis en plus, on tournait autour. L'année dernière, on a eu 2 places de 2. Donc on savait que c'était possible. Après, il fallait que la journée se passe bien pour nous et que les bonnes sensations soient là aussi. Donc voilà, c'était mon cas cette année. Et puis on a eu encore une très bonne place de 2 avec Matteo Verchet par la suite. Donc ça prouve qu'on peut jouer sur des journées très dures et être à l'avant de cette course. Exactement, vous l'avez dit Anthony, cette deuxième place de Matteo Verchet sur la 18e étape, plutôt un bon Tour de France 2024 donc pour l'équipe vendéenne. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu un avant et un après grande boucle? C'est sûr qu'il y a eu un avant et après. Voilà, la preuve, elle est là, c'est qu'on a travaillé on a eu des stages mis en place pour ça. Donc, que ce soit pour les grimpeurs ou pour même ma part, ça met de l'engagement sur ce Tour de France-là, comme il y a eu un peu aussi sur les autres années, mais peut-être encore un peu plus. On s'est approché, mais on était toujours un peu juste et il nous manquait quelques mètres pour pouvoir remporter. Et puis là, c'est fait vraiment. Je pense qu'après ma victoire, c'était le déclic pour des coureurs comme par exemple Matteo qui a vu ça de près et puis qui a vu ce qui était le résultat et par la suite s'est dit c'est possible, je peux le faire aussi. Donc c'est pour ça je pense qu'il est allé aussi loin dans l'effort et puis il a failli aussi décrocher une victoire aussi par la suite. Anthony Turgis, pour votre part, vous êtes toujours sous contrat sous les couleurs du team Total Energy jusqu'en 2025, donc encore pour au moins une saison. Oui. Qu'aimeriez-vous pouvoir aller chercher la saison prochaine? Est-ce que vous avez déjà des objectifs de fixer de votre côté? Oui, c'est sûr. Comme je disais, je suis un coureur flandrien, donc je voudrais vraiment décrocher une course avec des pavés. Puis encore rebroyer sur le Tour, me prouver que je suis encore un coureur de très haut niveau pour la suite de ma carrière. Voilà un entretien à retrouver dès à présent en intégralité sur tvvendée.fr et en diffusion demain matin juste après la matinale. Et avant de reparler basket, c'est l'heure de notre chronique expert ring hockey. Avec vous, Erwan de Brouwer, on va s'intéresser sur le début de saison de deux équipes vendéennes dans cette N1 Elite. Oui, absolument. Nos deux équipes vendéennes avec le Poiré qui retrouve l'élite cette année, qui a plutôt bien démarré sa saison avec 2 matchs de victoire. Une première victoire face à Roubaix à 6-3 et le week-end dernier avec une victoire face à Mérignac 5-2. C'est vraiment un beau début de saison pour cette équipe du Poiré qui présage pour leur maintien, qui est l'objectif principal, qui présage un maintien qui devra aller chercher s'ils continuent comme ça. C'est une équipe qui a eu plusieurs arrivées, à noter 5 arrivées au Poiré avec Facundo Cardenas, Pedro Martin, Javier Anon et puis avec Benjamin Puentes et Joao Queiroz. Voilà, c'était une équipe qui avait besoin de recruter évidemment pour passer à l'échelle supérieure. Donc pour le moment, ils répondent plutôt présents, à voir par la suite ce que ça donnera. On va voir un petit coup d'œil sur les recrues dont vous parliez. Absolument. Donc avec, comme je disais, Facundo Cardenas qui est argentin, Pedro Martin qui est chilien, Javier Anon qui est espagnol, et puis ensuite Benjamin Puentes, ex de la Vendéenne, qui avait déjà fait le Poiré, qui a joué à la Vendéenne l'année d'avant et puis qui est retourné au Poiré cette année, chilien aussi. Et puis Joao Queiroz, gardien portugais. Puis un petit mot aussi de la Vendéenne, puisque vous en parliez parmi les recrues. Alors à la Vendéenne, une recrue, Amaury Alani, qui nous vient de Nantes. Pour la Vendéenne, le début de saison est
est à une victoire, un nul. Alors un nul qu'ils ont été faire à Lyon la semaine dernière, qui était un match relativement piège, avec un calendrier qui s'annonce pour la Vendéenne qui va être très compliqué dans les prochaines semaines. C'est ça, on peut peut-être avoir un petit coup d'œil justement sur le classement de cette N1 Elite pour voir les positions de nos deux équipes vendéennes, Erwan. Bien sûr, alors avec le Poiré, évidemment, avec leurs 2 victoires qui au niveau du classement, qui retrouve les premières positions, la Vendéenne qui, elle, est 5e. Et comme je disais, la Vendéenne dans les prochains matchs, qui va jouer face à Kéver lors du week-end du 1er, 2 et 3 novembre, qui retrouve la Ligue des Champions avec le Sporting et Barcelos, donc qui va être un week-end charnière, évidemment, pour le club, avec des matchs à la Vendéenne, à La Roche-sur-Yon. Et puis après, ils joueront Ploufragan, puis Saint-Omer. Donc c'est un gros calendrier pour La Roche. Donc à voir dans les prochaines semaines ce que ça donnera. Et puis donc là, on a parlé de l'actualité des clubs vendéens, mais il y a aussi l'actualité des Vendéens, notamment ces dernières semaines sur les championnats du monde. Absolument, ouais, les championnats du monde, on avait 3 Vendéens qui les faisaient, donc Nathan Gefflot, Antoine Thébault et puis Sandy Gefflot chez les féminines. Les garçons, eux, sont classés 5e. Alors c'est évidemment pas un résultat qu'ils espéraient, mais pourtant ils ont vraiment brillé avec des matchs qui ont été relativement solides. Ils font 1-1 en poule contre l'Espagne, qui seront les champions du monde derrière. Ils perdent 1-0 contre l'Italie. Ils arrivent à faire 4-2 contre le Portugal avec un but dans les dernières secondes en quart de finale. Donc non, ils sont plutôt sur une belle pente, on va dire, une pente plutôt ascendante, en espérant que ça paiera pour eux dans les prochaines compétitions. Et puis du côté des féminines, elles ont terminé 8e. C'est une équipe qui est en reconstruction, une équipe plutôt jeune. Donc il va falloir du temps pour que ça puisse se reconstruire, mais il y a encore du boulot. Merci Erwan. Et puis donc pas de match en N1 Elite ce week-end, ce sera le week-end prochain. Exactement, voilà, c'est ça. Sur les différents terrains. On reparle de l'actualité basket avec nos invités du Vendée Chaland Basket, 3e actuellement de son groupe en National 1 masculine. Je crois qu'Erwan, d'ailleurs, vous aviez une question pour nos invités. Oui, tout à fait. La seule question, c'était qu'on parlait pas mal d'identité au niveau du groupe. Et ma question, c'était, si je ne me trompe pas, vous êtes l'équipe qui a encaissé le moins de points depuis le début du championnat. Vous devez être à 71 points encaissés. On n'est pas trop mal en défense. Et ma question, c'était de savoir si c'était axé vraiment très défensif. On a toujours tendance à dire que la défense gagne des championnats et l'attaque des matchs. Est-ce que c'était quelque chose qui avait été assez pointé du doigt pour... Pas du tout. Pas du tout, ok. Mais il y a quand même une bonne défense. Voilà, si vous voulez souligner, Erwan. Je peux m'expliquer bien sûr, un petit peu quand même, parce que sinon c'est trop court comme réponse. Je suis plus un coach à vocation offensive, entre guillemets, en tous les cas de réputation. En fait, j'aime surtout, c'est compliqué d'avoir les meilleures défenses quand on aime jouer beaucoup de possessions. Quand on joue beaucoup de possessions avec beaucoup d'attaques, on donne aussi, on a beaucoup de défense, ce qui fait que souvent mes équipes sont pas forcément dans les meilleures défenses, mais plutôt dans les meilleures attaques. Mais ce qui ne veut pas dire que je délaisse et qu'on délaisse avec le staff l'aspect défensif. Donc c'est plutôt agréable de voir qu'on fait partie des meilleures défenses actuellement. Mais je renierai pas le basket que j'aime, mais ça restera un basket avec beaucoup de possession. Okay. Voilà. Donc je ne sais pas, à la fin de l'année, on en rediscutera peut-être sur un autre plateau. Un basket avec beaucoup de possession, vous le dites, Sébastien, assez offensif. C'est peut-être ce qui vous a plu, Warren, dans le projet du VCB pour les rejoindre depuis cette saison ? Ouais, complètement. Si je peux faire le parallèle, moi je suis passé de Vitré à Chaland, et Vitré, on était la meilleure défense du championnat quasiment. Et donc c'était un jeu axé sur la défense. Et c'est vrai que de réputation, moi je joue contre Seb depuis pas mal d'années maintenant. Je sais ce qu'il propose à peu près en attaque, donc ouais, ça m'a plu, ça m'a séduit. C'est ça, une saison du côté de Vitré, puis vous aviez fait 5 ans du côté de Rueil-Malmaison. Exactement. Qu'est-ce que vous venez chercher justement au VCB cette saison, et puis pour celle qui arrive, Warren ? Je suis venu... le projet m'a vachement séduit, le projet que Seb m'a présenté m'a vachement séduit. Je savais qu'il y avait aussi des bons gars, puis la région aussi me plaisait vachement. Je profite quand même pas mal, même si le temps n'est pas trop au rendez-vous en ce moment, mais je profite pas mal. Et voilà, puis comme vous avez dit, j'ai fait 5 ans à Rueil. Ça fait un moment que je jouais contre Chaland, et j'ai toujours aimé jouer contre Chaland dans cette salle, donc voilà, c'est cool de passer de l'autre côté. C'est ça, vous connaissiez un peu la Vendée, puisque pour ceux qui suivent le basket tout au long de la saison, vous aviez été élu MVP lors du Hockey All-Star Game de la saison 2023. Donc voilà, vous n'étiez pas inconnu dans le territoire vendéen. Qui est-ce qui coachait d'ailleurs ?
Bonne C'était question. moi, merde. Avec un bon coach forcément sur le banc. Vous parliez, Warren, des objectifs. Peut-être question pour vous, Benjamin. Quels vont être les objectifs du club sur cette saison? Et puis, est-ce qu'on pense déjà aussi à plus long terme, en tout cas moyen et long terme déjà? Alors à quel niveau? On parle de l'équipe première? On parle de l'équipe première. Alors pour cette D'accord. fois, on va parler du club juste après. L'équipe première, l'idée c'est d'être à l'issue, comme Sébastien le disait tout à l'heure, la formule a un petit peu évolué. Donc il y a 2 poules de 14. C'est à l'issue de la première phase d'être dans les 7. Pour être dans la poule haute, on va dire ça comme ça. Le groupe A, c'est ça. Le groupe A. Et après, sur ce groupe A, d'être dans les 8, puisque seules les 8 premières équipes seront play-offables, on va dire ça comme ça. Donc l'idée c'est d'être dans les 8 et d'aller le plus loin possible. Exactement. Le premier, c'est ça, de ces 8 équipes ira directement en Pro B. Et ensuite, ce sera les playoffs. Le vainqueur des playoffs ira en Pro B. C'était l'an dernier un premier objectif atteint. Ces playoffs face à un club que vous connaissez bien, Sébastien, votre ancien club. Qu'est-ce que vous avez appris de cet épisode pour préparer cette saison-là, puisque éliminé sur le premier tour de ces playoffs l'an dernier? Une saison ressemble jamais à une autre. La fierté qu'on a sur la saison dernière, c'est qu'on a eu beaucoup d'événements négatifs en fait dans notre saison, et on a réussi à se mobiliser à chaque fois pour aller chercher le petit plus qui nous a permis de les décrocher. Et alors je vais pas dire que c'est aussi beau qu'une montée, parce que c'est pas le cas, mais très sincèrement je pense que la saison dernière il y a peu d'équipes et peu de gens qui nous auraient vu décrocher les playoffs à partir du moment où on n'avait plus d'étrangers. On commençait à intégrer Issa Fofana parce que les événements ont fait qu'on a dû se séparer de Patrick Clérance. Bon voilà, on avait un effectif vraiment qui est arrivé sur le match de Chartres au bout du chemin. Clairement, que ce soit physiquement, mentalement, on a gaspillé énormément d'énergie avec toutes ces affaires. Le fait que des fils ne puissent pas reprendre, on était blessés, on tirait avec 7 joueurs. Donc on peut difficilement apprendre de ça. Ce qu'on peut apprendre de ça, c'est de se rendre compte que quand des fois on a un effectif de 12 ou 13, on peut quand même atteindre des objectifs malgré les problématiques. Et je pense que notre début de saison est très révélateur dans ce sens-là, parce qu'on a aussi beaucoup de problèmes pour le moment. Et ça ne nous empêche pas d'être en haut du classement avec quand même des problématiques. Warren qui est embêté. Alors, ce n'est pas des gros soucis, mais dans un championnat où on joue mardi, vendredi, des fois, une petite bobologie de 15 jours, c'est 4 matchs. Donc voilà, on est embêté avec Modiop, on est embêté avec Issa Fofana, avec Warren un petit peu. Et malgré tout, on voit qu'il y a des jeunes de la CTC derrière qui saisissent leur chance et qui nous permettent de maintenir un certain degré de performance. Donc voilà, l'enseignement, il est là, c'est qu'on a un effectif de 15 et qu'à un moment donné, j'espère en tous les cas qu'on pourra répondre à ces attentes. Ce qu'il faut souligner quand même, au-delà du changement de système de National 1, c'est qu'il y a 10 équipes de play-off en moins en fait. Voilà, l'année dernière, il y avait 18 équipes qui pouvaient décrocher un ticket sur 28. Cette année, il n'y en a que 8 parce que le premier, en plus, va les faire. Donc, ce qui n'était pas le cas la saison dernière. Du coup, ça fait 10 équipes de moins en play-off. Donc, la tâche, elle est quand même grande. Voilà, c'est les objectifs parce qu'on les a fait la saison dernière. Donc, c'est logique. Et puis, ça fait partie aussi de l'évolution du club. Mais ce n'est pas une tâche qui va être facile, très clairement. En tout cas, on suivra tout ça cette saison. Et puis match donc à suivre un vendredi soir face à l'Union Tarbes-Lourdes, Pyrénées Basket à Michel Vrignot. Autre rendez-vous avec le deuxième volet des rendez-vous sportifs du week-end. Plusieurs événements de course à pied au programme, avec tout d'abord le trail de la Bultière dimanche à Bazos-Jean-Paillet. 3 épreuves de 9, 14 et 22 km ainsi que des courses enfants sont au programme. Du côté de La Roche-sur-Yon auront lieu les foulées bourgadines et la nordique lyonnaise. Au programme 2 courses nature et 2 parcours de marche nordique sur 9 et 16 km. Et puis la Joséphine continue dans le cadre d'Octobre Rose. Ce dimanche, c'est le Running Loisir Vicontais qui organise une course et une marche à partir de 10h. Les amateurs de cyclisme et plus particulièrement de cyclocross pourront se rendre à Essaran-Bocage ce dimanche avec le Grand Prix Fernandez. On y retrouvera les écoles de vélo et toutes les catégories de U15 à seniors.
Le parc équestre du Bocage aux Herbiers accueillera tout au long du week-end la finale régionale de Working Équitation, au programme du dressage, de la maniabilité et des épreuves de rapidité. Enfin, l'association La Boule de la rue de Lierre organise un concours dimanche à partir de 8h au Sable d'Olonne. La compétition se déroulera au boulodrome couvert des Sauniers. Voilà pour vos rendez-vous du week-end. Allez, rapidement, je vous propose de passer à l'unique question avec le quiz de ce soir. Question de culture générale qui concerne le Vendée Globe, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le village du Vendée Globe ouvre pour 3 semaines à partir de samedi, avec des émissions d'ailleurs spéciales à retrouver sur TV Vendée tous les jours à partir de 14h45. La question, écoutez-la bien, c'est combien de kilos de nourriture le vainqueur du dernier Vendée Globe, Yannick Bestaven, va-t-il emporter à bord de son IMOCA? Allez, à peu près, on va faire le juste prix. Benjamin? Combien de kilos de nourriture? C'est une bonne pas facile à estimer. Sachant qu'ils essayent d'alléger au maximum. Allez, je dis 300. 300, Sébastien? 225. Warren? Allez, 200. Sébastien? Faut gagner du poids. 95. 80. 80, eh bien je crois que c'est vous, Sébastien, c'est 160 kilos. 95, ou non, c'est Warren, pardon, c'est Warren, voilà le plus proche. Warren, donc le vainqueur du quiz de ce soir, 160 kilos. On donne la réponse tard, puis on a de chance de gagner. C'est ça, vous avez le temps de vous ajuster au fur et à mesure. J'étais sympa, 80 de notre côté. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous rendre visite sur le plateau. On l'a dit, donc match face à l'Union Tarbes-Lourdes Pyrénées Basket dès ce vendredi soir en National 1 masculine. Bonne suite de saison à tous les trois. Merci beaucoup. On se beaucoup. retrouve très vite pour les playoffs, on l'espère en tout cas. Merci. Merci Sébastien, félicitations pour cette première. Merci. On se retrouve très vite. Et puis Erwan, félicitations aussi, mais vous, on vous connaît déjà. Merci Erwan. Merci. Et puis merci à vous pour votre fidélité. Prochain rendez-vous, eh bien lundi pour le 85 chrono. Salut. Votre programme avec Omkia. Ouverture, porte, portail, pergola et store. Votre spécialiste de la rénovation, Omkia.